Ici, Kiev est soulagé après le vote de l'aide militaire américaine. La Russie, beaucoup moins. Et on va justement partir tout de suite à Moscou, retrouver en direct notre correspondante Margot Haddad. Bonjour Margot. Alors comment a réagi le Kremlin ? Écoutez, il n'y a pas d'affichage clair de la crainte ou de la fébrilité du Kremlin. Vous le savez autant que moi, Marie-Aline. On va dire que ce n'est pas réellement dans leur pratique, ni dans leur technique de propagande. Mais ce qu'on peut constater tout de même, c'est un ton plutôt vindicatif de la part du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a dit ouvertement que l'aide américaine ne pourrait rien changer au combat sur le terrain et que ce n'était pas, je cite, dans l'intérêt des États-Unis. Et ces propos-là, retiennent particulièrement mon attention puisqu'ils révèlent à nouveau la stratégie du Kremlin à la suite de cette annonce sur l'aide américaine. La Russie mise encore une fois sur une division au sein des sociétés occidentales après l'adoption de cette enveloppe. Et on le voit aussi dans le fait que la presse russe souligne très fortement qu'au sein même de la politique américaine, une partie du camp républicain pense que les dollars vont d'abord à l'international plutôt que d'être investis sur le sol américain. Et on pense bien entendu à la frange trumpiste qui a mis cet argument en avant. Autre point intéressant, c'est le deuxième volet de cette stratégie de communication russe, puisque c'est de consolider son propre bloc, qu'on appelle vulgairement le Sud global, avec la déclaration de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, qui, elle, a dit clairement que les États-Unis agitaient les guerres dans le monde en soutenant particulièrement Israël, Taïwan et l'Ukraine. Un clin d'œil donc à ses alliés actuels sur la scène internationale, la Chine et les pays arabes. Merci beaucoup Margot Haddad en direct de Moscou pour cette analyse remontée de terrain. Et on peut citer Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, toujours aussi outrancier, qui dit « Personne ne doutait que les législateurs américains allaient approuver l'aide à un gang de néo-nazis. C'est un vote de joyeux bâtards américains. » Fin de citation. Et Dmitri Peskov, elle le disait Margot Haddad il y a quelques instants, dénonce une aide qui enrichira davantage les États-Unis d'Amérique et ruinera encore plus l'Ukraine en tuant encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev. Évidemment, sans surprise, Poutine n'apprécie pas du tout ce soutien américain qui peut changer la donne sur le terrain. Elisabeth. Très clairement, il n'apprécie pas. Après, ce côté de nier, on va dire, l'efficacité ou l'aide américaine, enfin, ce que ça pourrait faire comme effet, c'est pas très surprenant. Tout comme les insultes de Medvedev qui est assez classique dans ses posts sur Twitter et sur Telegram. Ils vont être obligés, maintenant ça va les obliger à trouver la fenêtre avant les livraisons aussi pour peut-être pousser un peu plus fort les avancées, que ce soit sur Kharkiv ou ailleurs. Mais ça devrait les inquiéter, j'imagine. Vincent Crouzet. Et Medvedev, le week-end, la vodka, ça va fort. Ses tweets, généralement, le samedi-dimanche, c'est un peu plus rude que d'habitude. Non, c'est une défaite politique très importante pour Poutine, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'il joue sur le pourrissement quand même au Congrès américain, sur la paralysie de l'administration Biden. Et cette fois-ci, c'est un coup d'arrêt un petit peu à cette période de latence qui profitait énormément au Kremlin, parce que elle signifiait quand même énormément de doutes dans le camp occidental. Et là, on change d'un coup, on monte d'une marche supplémentaire. Et je pense que c'est une défaite politique considérable d'envergure en fait pour le Kremlin et pour Poutine. Arlette. Forcément, c'est pas une bonne nouvelle, même s'ils avaient anticipé une éventuelle défaite, effectivement, en disant que ça ne changerait rien sur le terrain. Bien entendu, ça leur pose un problème. Et surtout, je pense qu'effectivement, ils sont peut-être en train de réfléchir à se dire que les divisions et des débats politiques dans les démocraties, mais finalement, ne leur profitent pas tout le temps. On voit bien comment en Europe, ils ont un agent qui s'appelle Orban. Finalement, il n'a pas bloqué les aides, les 50 milliards décidés par l'Union européenne. Il n'a pas bloqué non plus la possibilité d'entrer dans l'Union européenne, la perspective d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie. Je vois que d'ailleurs Orban aujourd'hui dit que, attention, il est en campagne évidemment pour les européennes en Hongrie, attention, les Européens vont envoyer des troupes au sol pour soutenir l'Ukraine et ça ne va pas du tout et je m'y opposerai. Donc je veux dire, tout ça, pour l'instant, ça ne marche pas. Mais il espère, je pense qu'il doit aussi surveiller très attentivement les campagnes, effectivement, comme on l'a dit, des Européennes dans tous les pays, pour voir
sur quelle force de division il pourrait jouer demain. Mais c'est pas aussi gagnant qu'il pouvait l'espérer il y a quelques semaines. Elisabeth, le Kremlin a même menacé de représailles contre certaines mesures dans le projet de loi qui visent à confisquer les biens russes saisis et à les transférer en Ukraine pour financer la reconstruction. Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs aspects, mais ça fait partie de cette loi. Très clairement, pour les Russes, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Après, je dois avouer que je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire pour retorquer contre les Américains. Je pense surtout qu'ils sont très enragés. Ils ont dépensé quand même certainement une certaine somme dans l'ingérence, dans la propagande vis-à-vis notamment des Républicains. Oui. On a même entendu à la tête du comité du Chambre des représentants des renseignements, un républicain dire « de toute façon, je sais que mes collègues sont gangrénés par la propagande russe ». Donc très clairement, ça n'a pas marché. Donc bon, c'est des menaces qui sont assez classiques au vu des sanctions qui risquent en ce moment avec cette loi. Alors Kiev redoute une offensive russe rapide avant l'arrivée des aides américaines. Des tirs de missiles russes ont visé Odessa hier. Dans le Donbass, l'armée russe affirme avoir pris aujourd'hui une localité entre Barmout et Tchassivyar qui pourrait tomber. C'est la crainte des Ukrainiens. Est-ce que Moscou pourrait profiter de cette fenêtre de tir, si je puis dire, colonel, le temps que l'aide américaine arrive? Alors on est exactement, alors là, même si les comparaisons historiques ne sont pas toujours très valables, mais on est exactement en 1917, au moment où 1917-1918, au moment où Ludendorff, qui voit très bien que les contingents américains vont arriver, que les Français vont produire des chars et des avions, eh bien où il lance ces fameuses offensives un peu désespérées de mars 1918, avant la contre-offensive alliée et la victoire. Donc évidemment, on est... quelqu'un sur le plateau, je crois que c'était le général, auparavant avait dit qu'en fait c'était 2024 un peu l'année du tournant. Ça le sera nécessairement, et les Russes le savent bien. Poutine n'est pas complètement fou. Il voit qu'il a engrangé un échec, c'est clair, et donc il va essayer d'aller plus vite que les approvisionnements logistiques des Américains, et donc essayer de gagner un maximum de gains sur le terrain, qui ne seront pas forcément pris isolément, des gains, ce ne sera pas une grande offensive, ce seront plus du grignotage qu'autre chose, mais qui pourrait lui permettre à long terme de pouvoir négocier pas trop mal sur le terrain. Pour vous donner encore cette comparaison, alors en Allemagne, parallèlement, en 1917-1918, il y a eu une détérioration de l'opinion publique. Il y a eu les premières révoltes à Kiel, les marins, les soldats qui n'ont plus voulu aller au front, et puis en même temps l'armée allemande, elle tenait le coup, puisque les Américains qui ont notamment essayé de combattre à Sedan et à Luxembourg, juste avant 1918, juste avant l'armistice, en octobre, ont été repoussés avec force perte, sans que les Allemands, d'où le sentiment des Allemands d'être repartis ensuite sans avoir été vaincus sur le terrain. Et alors je dis pas que c'est ce qui va se passer par les Russes, il y aura peut-être pas de débandade des Russes, si vous voulez, mais il y aura un moment où les Russes, faute d'argent, parce que ils disent que le processus enrichit les Américains, mais eux peut-être enrichissent aussi les Chinois et voire les Coréens. Donc si vous voulez, je pense que la situation économique russe va à un moment infléchir les Russes pour être plus raisonnables et aller sur la table des négociations pour discuter avec les alliés. Et ensuite, on verra bien le résultat. Elisabeth. Je voulais juste rappeler aussi qu'on n'est que au vote du Chambre des représentants. Donc d'ici mardi, il faut le vote du Sénat. Biden a dit qu'il le signera très rapidement, mais c'est pas fait. C'est-à-dire les c'est pas une formalité, le vote du Sénat qui doit suivre. Normalement, il devrait le voter, mais il faut quand même qu'ils se réunissent, qu'ils votent, que le président signe. Donc on n'est pas tout de suite dans le déclenchement des chaînes logistiques depuis hier. Donc on doit encore attendre quelques jours. On peut imaginer une semaine ou deux avant que tous puissent arriver au plus vite sur le terrain, ce qui laisse quand même une fenêtre importante pour les Russes. 2 semaines, c'est beaucoup, surtout que les Russes ont perdu peut-être 50 000 hommes, c'est le chiffre donné par la BBC. Donc c'est peut-être le moment de donner un coup de collier si les Russes ne veulent pas... Enfin, c'est pas un conseil que je donne à Poutine. Je me mets dans la position de l'ennemi pour ne pas reperdre les territoires qu'ils ont conquis.
En fait, les Russes, je pense qu'ils vont essayer. Alors, d'aucuns parlent de Kharkiv, mais Kharkiv, c'est très lourd à digérer, si vous voulez, parce que s'il y a encore 1 million d'habitants, on ne va pas comme ça prendre une cité d'1 million d'habitants. Si les habitants se défendent eux-mêmes, si vous voulez, c'est comme quand il y a eu la libération de Paris, les Alliés sont arrivés vite parce que les Parisiens avaient commencé aussi à se révolter et que les Allemands avaient vu que la situation était désespérée. Donc, les Ukrainiens, à mon avis, vont tenir là où ils pourront tenir. Alors, ce que pourront grignoter les Russes, c'est peut-être un village ou 2 autour, mais ils ne feront pas de percée décisive pendant ces 15 jours. Ils risquent, par contre, ce qui est dramatique, et c'est difficile d'en parler quand même de manière très froide, mais les Ukrainiens risquent malheureusement de perdre beaucoup de soldats si, évidemment, tant qu'ils n'auront pas une artillerie suffisante pour contrebattre l'artillerie des Russes.